Et si la NBA n'avait pas bloqué le transfert de Chris Paul ? En 2011. Exactement. On s'installe tranquillou, bienvenue dans cette toute nouvelle émission Made in Trash Talk, Alex. Le petit inédit de l'été. Eh oui, exactement. Alors on le sait, le lundi vous êtes habitués à vos top 10 all-time et le jeudi à vos 5 majors all-time. Ne vous inquiétez pas, ça reviendra. Summertime là. Exactement, c'est l'été, donc là on vous sort cette toute petite nouveauté, mais quand la saison NBA reprendra, vous aurez le droit à votre menu habituel. Il est possible. Si vous êtes sage. Voilà. Mais pour l'été, on a décidé de répondre à des grandes questions dans l'histoire de la NBA. Nous sommes en mode détective, n'est-ce pas ? On va pouvoir se faire plaisir un petit peu, parce que Alex, si je dis pas de conneries dans l'histoire de la NBA, il y a des moments, des petits événements qui peuvent changer des destinées complètes. Ah bah des question marks, comme disent les Américains, ils disent aussi des what if, ils disent ça. Des... Voilà, nous on appelle ça des grosses enquêtes. Exactement, les enquêtes de Trash Talk. Voilà, il y a pas mal de choses à checker pour bien comprendre certains contextes historiques et en comprendre les conséquences de qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et qu'est-ce que ça aurait pu donner. Quelles sont les répercussions, exactement. Et donc justement, pour vous présenter un petit peu la chose, on va d'abord placer un peu le contexte historique pour que vous ayez tous les éléments en tête. Après, on va rentrer vraiment dans du détail. Là, on va sortir, on a tout prévu, les fichiers, les dossiers, on a fait de l'investigation totale de l'enquête. On a lu quelques bouquins qui des mois et des mois d'enquête. Peut-être rien à voir, mais peut-être quelque chose à voir. Ouais, qui nous ont rendu intelligents, peut-être aussi. Exactement, tout à fait. Et après, on fera peut-être aussi un petit peu de science-fiction. On verra ce que ça va donner, parce que comme tu l'as dit, parfois le futur a totalement changé à cause d'un tout petit détail. Une nouvelle copine ici, vous verrez. Exactement. On va t'appuyer dessus, vous allez voir, ça va être génial. C'est géré par les 11. T'es chaud ? Ouais, c'est parti. On a donc décidé de commencer avec l'ami Chris Paul. Pour vous resituer le contexte, on sort le gros dossier, exactement, moi j'ai tout aussi. Il est pas gros, mais il est touffu. Exactement. Nous sommes en 2011. Alors en 2011, année particulière NBA, parce que les Mavs viennent de remporter un magnifique titre face aux Heat de LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh. Ah ouais, mais ça c'était en juin exactement, sauf que après la NBA qui est censée faire la teuf, bah ça joue pas, il y a pas de basket. Non, gros lockout. C'est ce qu'on appelle le lockout. Alors ceux qui le connaissent évidemment, il n'y a pas de souci, mais en gros, la convention collective nouvelle qui doit être signée par les joueurs, exactement, du CBA et les proprios. Malheureusement, ça tarde un petit peu. Négociation autour du CBA, donc Collective Bargaining Agreement. Exactement. Donc c'est ce qui lie les joueurs à leurs patrons, les proprios. Tout à fait, les proprios de la NBA, les proprios des franchises. Les franchises. Et donc du coup, vu que ça capote un petit peu, la NBA qu'on connaît, qui démarre habituellement en novembre, ça fait grève, donc ça ne commence pas. Mais au moment où il y a un accord qui est trouvé, on est à peu près vers fin novembre, début décembre, il y a quand même deux franchises qui discutent. On est fin novembre, début décembre. On sait que la saison ne va pas tarder à reprendre. Et donc là, ça s'excite, à droite, à gauche d'ailleurs, ça s'excite. Pour éventuellement là commencer à faire tes rosters. C'est ça. À voir un peu. Boris est encore en train de jouer avec les JSA Bordeaux. Ah bien sûr, Tony est repassé par l'Asvel. Il a le maillot vert de l'Asvel sur les épaules. Ah non, il y en a plein qui ont bougé à l'étranger. Nico, il avait fait quoi Nico, il a dû passer, je crois. Il a été joué avec quelqu'un, je me rappelle plus. Enfin, je revois le dossier, oui. Mais il y avait quelques joueurs français qui avaient fait le Ronny Turaev, je crois qu'il avait fait aussi un petit peu un passage par la France. Bref, on est en plein lockout, on est en fin de lockout, la NBA va bientôt reprendre, et il y a les Hornets et les Lakers qui sont en train de discuter d'un potentiel gros trade. Ils sont en train de mettre en place un gros blockbuster. Un gros transfert. Parce que rappelons-le, on est donc fin 2011, quasiment en 2012, c'est la dernière année de contrat de Chris Paul aux Hornets. Ça fait 6 ans qu'il est là, il cartonne, on l'a vu même dans la course au MVP derrière Kobe quelques années au précédent, il est au top déjà alors qu'il est encore jeune. C'est le cri-cri, 26 ans, pleine force de l'âge. Meilleur meneur de l'NBA déjà. Tout rapide, ça montait quasiment au dunk en contre-attaque, cri-cri, attention. Ah ouais, bien sûr. Donc, ça monte au poster sur Dwight Howard d'ailleurs. Voilà. Et tu lui mets n'importe quel meneur, n'importe quel intérieur, le mec est en double-double à 16 points. Quoi. Ah bah exactement, puisque d'ailleurs, souvenez-vous, pour ceux qui l'avaient vu, Tyson Chandler, David West, Peja Stojakovic, renaissance aussi aux Hornets après une petite période difficile, toute la clique de New Orleans qui est justement chaude, mais qui panique un peu parce que Chris Paul rentre dans sa dernière année de contrat et son agent annonce justement en coulisses que Chris Paul n'a pas prévu de prolonger. Non. Donc du coup, Chris Paul va devenir potentiellement agent libre à l'été d'après, en 2012 tout et à donc fait. effectivement pour les Hornets ça peut être une perte très sèche. Un marché comme ça, c'est quand même terrible. Dans le même temps, de l'autre côté, un peu plus loin, un peu plus à l'ouest,
On a une franchise pour Préor, jaune et violet, vous appelez ça comme vous voulez. De toute façon, c'est des couleurs pas terribles, quoi. Le fan des Suns qui est obligé d'en caler une, c'est normal. Eux, champion NBA 2009, champion NBA 2010, oui. Sweepé en 2011. Sweepé par les Mavs. Les Mavs du Grand Dirk. Fin de l'ère Phil Jackson, retraite sur un sweep. Phil Jackson, il fait c'est bon, moi ça me suffit, merci. Ça va, merci JJ Barea, c'est plus mon délire. Voilà, c'est bon. Petite panique à Lakerland quand même dans la Cité des Gens, je pense que tu perds quand même ton coach emblématique. Kobe qui commence à ronchonner un peu, on arrive dans le dernier virage de sa carrière. 2011, si je dis pas de bêtises, il a 33 ans. Bon, commence un peu à piquer. Ça commence à tousser un peu, bien sûr. Donc là, les Lakers, eux, ils sont en recherche d'une autre star, ils font toujours les Lakers. Et c'est un grand marché, donc ils sont toujours habitués, exactement. Ils sont habitués à des gros. C'est genre, ils ont réussi à transférer pour Pau Gasol 3 années auparavant. C'est pas des éleveurs de champions, les Lakers. Les Lakers, c'est c'est plutôt des traders de champions. Tout à fait. Et donc, du coup, les Lakers ont besoin de recruter quand même un gros joueur. Il y a les yeux rivés de Mitch Kupchak sur Chris Paul. Chris Paul qui en plus a envie d'être dans un gros marché. Donc, ça commence à sentir assez bon. On parlait juste des Hornets, c'est juste avant. La situation des Lakers, elle a expliqué, celle des Hornets, elle est hyper particulière. Elle est très particulière dans l'histoire NBA, d'ailleurs. Donc les Hornets, tu me dis si je dis des bêtises, le proprio des Hornets en décembre 2011, c'est la NBA. Oui, c'est-à-dire qu'en 2010, en fait, ce qui se passe, c'est que le propriétaire est sur le point de mettre les clés sous la porte. C'est trop la galère. Il avait notamment essayé, souvenez-vous, un peu précédemment, il y avait eu l'ouragan Katrina, il avait réussi déjà à délocaliser, il avait fait un effort là-dessus, mais la NBA ne veut pas continuer à faire des délocalisations, et donc le propriétaire est sur le point de mettre les clés sous la porte, et la NBA intervient. La NBA veut pas de délocalisation, la NBA ne veut pas non plus passer à 29 franchises, elle ne veut pas rétrograder à 29 franchises. Nope. Donc la NBA reprend, pour une bouchée de pain si je dis pas de bêtises, les Hornets à l'ancien propriétaire. Oui, Monsieur Sheen. Et du coup, tous les 29 autres proprios sont indirectement actionnaires minoritaires, tout à fait. Hornets. Ils ont des parts, donc ça veut dire qu'ils ont un petit peu... Exactement, et ils ont du coup un décisionnaire, un pouvoir décisionnaire, parce que quand tu as des parts comme ça dans une franchise, tu as le droit de donner ton avis sur des décisions qui vont être prises. Sauf que la NBA, d'un point de vue vraiment un petit peu administratif, va mettre un certain Jack Sperling en tant que responsable des Hornets Sperling, ouais. Crois, donc ils vont être les dossiers sont exacts. C'est ça, si les dossiers sont exacts, nous sommes sur Jack Sperling, tout à fait, qui va donc être en charge un petit peu des Hornets, et un certain général manager que vous connaissez peut-être, Monsieur Dell Demps, qui est déjà là et qui est vraiment appointé par la NBA. Mais le boss tout en haut de ça, le vrai décisionnaire des Hornets, pour ceux qui veulent bien comprendre, ça reste David Stern. En fait. David Stern, ancien boss de la NBA, tout à fait, avant que Adam Silver débarque. David Stern est en fin de route, après quand même une tenue absolument exceptionnelle, avec des petits coups parfois un peu chelous dont on va parler on en parlera sûrement dans nos enquêtes. Tout à fait, mais donc du coup, on se retrouve à peu près début décembre. Ça commence à sentir bon entre Mitch Kupchak, le GM des Lakers, et Dell Demps, le GM des Hornets. On est en train de mettre en place un vrai trade. Mitch Kupchak, il a fait Dell Demps, dis donc. Oh, ça sent le pigeon, ça. Oh, là, il y a une belle carotte à poser. Là. On va le récupérer. Mitch Kupchak, on peut lui reprocher pas mal de choses dans sa carrière de GM. Mais il y a des balls. Mais des carottes, il en a posé à des mecs. Il a posé quelques carottes. La carotte du monde. Salut Memphis. Ouais. Voilà. Non, mais voilà. Alors que Memphis, ça s'est bien passé après pour eux, mais tout à fait. Si tu fais une enquête détaillée, que tu passes Mitch Kupchak au stick, comme on dit dans la police, je peux te dire que mon pote... Ça vibre, ça buzz. Un casier long comme le bras, le mec. C'est ça. Mais donc du coup, on se retrouve, nous sommes le 8 décembre 2011. Ça y est, c'est reporté par tous les médias qu'un transfert vient d'être acté entre les Hornets et les Lakers. Ouais. Alex, c'est quoi le deal qui est mis en place tout de suite? Bouge pas, je te dis on reprend. Tout de suite. Donc le deal, c'est Chris Paul aux Lakers. Chris Paul, c'est acté, doit jouer avec Kobe Bryant. Du coup, les Lakers, ils envoient Pau Gasol aux Rockets. À Houston, qui est la 3e équipe avec laquelle il va y avoir un trade. Et pendant ce temps-là, les Rockets, eux, ils envoient Dragic, Goran, Luis Scola et, si je dis pas de bêtises, Kevin Martin. Tout à fait. Les Rockets, donc envoient tout ça aux Hornets. Oui. Et les Hornets reçoivent également Lamar Odom. Un certain Lamar Odom qui était déjà... Devrait recevoir un certain Lamar Odom. Ça, c'est le trade qui est mis en place et qui est acté. Nous sommes donc le 8 décembre. 45 minutes plus tard,
Ça, c'est pas une Vosges-bombe. Là, c'est une bombe. Ah bah c'est une stern monstrueuse. Une stern bombe. C'est une stern bombe. Donc il y a les Vosges-bombes et il y a les stern bombes. Les stern bombes sont tout là-haut. 45 minutes seulement après, veto de la NBA, c'est officiel, un veto de la NBA sur le transfert. Il est annulé dans la foulée, ce qui est juste un cas hallucinant et rarissime. On n'a pas vu ça. La NBA qui se permet, en tant que propriétaire de la franchise en transition, parce que la NBA attend d'avoir un nouveau propriétaire pour les Hornets, veto sur un transfert pareil. Ouais, c'est chaud. Qui, pour ceux qui ne le savent pas, Alex, on peut développer là-dessus, qui est notamment derrière les coulisses et met la pression sur David Stern? Monsieur Dan Gilbert. Le propriétaire des Cavs. Toujours dans les bons coups. Un champion. Il est outré. Alors, lui est mis en avant, mais beaucoup de propriétaires. Il n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont outrés de voir un tel transfert prendre place. Lui, il est outré parce qu'il se permet de l'écrire. Il envoie une lettre dans la foulée à David Stern. Dans la foulée, direct, lettre, courriel, j'imagine. Ouais. Ah bah, j'espère bien. J'espère bien aussi. Un pigeon voyageur, parce qu'en 45 minutes, c'est un aiglon. C'est pas un télégramme. Pour expliquer qu'il trouve injuste, donc en fait, l'argument, c'est de dire que les Lakers sont beaucoup trop gagnants dans ce trade. Qu'en gros, la NBA, qui est propriétaire donc des Hornets, est en train de beaucoup trop avantager les Lakers, puisqu'en fait, les Lakers, non seulement ils se récupèrent Chris Paul, mais en plus, ils dégraissent à mort en salary cap. Parce que Pogazol et Lamar Odom, ils étaient pas au SMIC. C'est ça. Et en plus, on sait que les Lakers, vu que c'est un gros marché, vont être hyper actifs sur l'été suivant, clin d'œil, Dwight Howard, etc. Parce qu'on sent qu'il y a du bousin qui viennent. Et donc, il y a beaucoup de general managers en NBA et de proprios qui disent c'est injuste, c'est trop facile. De 2000 à 2010, les Lakers ont été 5 fois champions. Et là maintenant on les laisse faire. Et là maintenant, la seule fois où il y a l'opportunité un petit peu de les voir laisser la place à d'autres franchises, ils récupèrent le meilleur meneur de NBA avec Kobe. C'est pas possible, et d'où l'expression qui est sortie assez connue de Dan Gilbert. Autant appeler toutes les autres franchises les Washington Generals, qui est en fait une référence au Harlem Globetrotters, qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'équipe qui est très bonne expression, qui est l'équipe qui est un petit peu construite pour les mettre face aux Harlem Globetrotters et qui ont remporté, je crois, un match en 250 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, franchement, c'est ni plus ni moins des sparring partners. C'est ça. Point barre. Et donc, il y a beaucoup de franchises qui ont peur de ça, de voir les Lakers encore et encore s'en sortir. Ils ont loupé que 4 fois les playoffs en 50 ans d'existence. Et là, tu les retrouves là et tu te dis, genre, bon, ou plusieurs fois, j'ai peut-être pas le bon chiffre, mais ils ont loupé très peu de fois les playoffs, et là maintenant qu'ils se retrouvent dans une ère un peu compliquée, on leur donne Chris Paul, gros veto. On leur donne Chris Paul dans des conditions très favorables, des conditions donc qui ont l'air d'être mises en place par la NBA. C'est ça. C'est là que ça gueule en fait. Bien sûr. Ça aurait été un proprio indépendant. Le mec se fait carotte. Ouais. Sauf que là, t'as la NBA qui était en train de se laisser carotte, enfin, selon Dan Gilbert et ses potes, la NBA était en train de se laisser carotter par Mitch Kupchak et les Lakers. C'est ça. Et c'est ça qui passe pas en fait. C'est ça qui ne passe absolument pas. Donc du coup, veto. Incroyable. Je veux dire, des franchises qui se sont fait carotter sur des trades, là, si on commence à faire la liste, là, il y en a plein, c'est plus des enquêtes qu'il faut faire. Hein. C'est juste le côté qui est, bien sûr, le côté qui est évidemment choquant, c'est d'avoir le boss de la NBA intervenir dans ce genre de trade. Normalement, tu dois séparer quand même ce genre de choses. Le problème, c'est qu'en récupérant la franchise, il se met en position de devoir prendre ce genre de décision. Bien sûr. D'ailleurs, on verra par la suite que ça va pas traîner. Ils vont pas rester longtemps propriétaires des Hornets. Parce bien que sûr, c'est trop compliqué. bien sûr. Et d'ailleurs, dans la suite, évidemment, là, on est le 8 décembre. Parti, en fait. Exactement, le 8 décembre donc, le trade des veto, et là c'est la panique forcément en NBA, notamment du côté des Lakers et de Mitch Kupchak qui se dit putain qu'est-ce que c'est que ce bordel, je ne peux pas moi continuer comme ça. Lamar Odom se sent évidemment trahi parce qu'il vient de faire 3 magnifiques saisons avec les Lakers, et il y a un transfert qui est mis tout de suite en place avec les Mavs à Dallas. En fait oui, voilà, donc faut bien expliquer, Lamar Odom se sent trahi parce qu'il était dégoûté que les Lakers n'aient pas hésité une seule seconde à le balancer aux Hornets. Bien sûr. Voilà. Non mais c'est pour ça. Oui, tout à fait. Pogazol, je pense pas qu'il ait kiffé des masses non plus. Non. Et beaucoup de joueurs qui sont frustrés, c'est ce qui mènera d'ailleurs à son départ par la suite. Beaucoup de frustration bien sûr. Bien sûr. Et Lamar Odom qui est donc vénère et qui refuse un petit peu de rejouer est envoyé à Dallas. Comme on va en parler par la suite, ce sera le début un petit peu de sa fin de carrière. C'est un peu terrible pour lui. Là, on est à peu près le 11-12 décembre. Ouais. Mais vu que ça chauffe, il faut absolument, on peut pas laisser le dossier Chris Paul comme ça. Il faut absolument qu'il bouge. Non, là t'as plus le choix. Faut que ça bouge. En plus, les Hornets, vu que Chris Paul veut se barrer et que la franchise est à la NBA va quand même pas se retrouver à perdre Chris Paul contre rien. Je schématise un peu, mais il y a un peu de ça. Puis la saison va reprendre là. Donc la saison qui va reprendre, il faut mettre en place un trade au final. Et nous sommes le 14 décembre 2011. Et là, scandale.
nous avons un nouveau transfert qui est mis en place. Et celui-ci, je te laisse il n'y a pas de veto. Eh bien écoute, pour ce transfert, si je ne dis pas de bêtises, nous avons donc Chris Paul qui va à Los Angeles, mais aux Clippers. Ouais. C'est absolument fou, les Clippers qui sont la franchise la plus... considérée comme la plus loseuse de l'histoire de la NBA à ce moment-là. Chris Paul est envoyé là-bas contre Eric Gordon, Al-Farouq Aminu, Chris Kaman et un tour de draft des Wolves, tout à fait, qui deviendra un certain Austin Rivers. Voilà, magnifique, évidemment, puisqu'il sera le Austin drafté, Rivers, mais qui sera récupéré, je sais pas par quel petit Clippers, jeu. C'est quoi, c'est par les protections à la con, voilà. Après avoir joué aux Hornets notamment avec Anthony Davis, c'est ça, tout à fait la draft de 2012 où c'était Anthony Davis et Austin Rivers dans la même phrase. C'est très sympa. Mais donc du coup là le transfert est acté. Chris Paul rejoint les Clippers, création de Lob City. Ça tombe dans la foulée. Le jour du trade, il y a Blake Griffin qui est pris en vidéo en train de dire « This is gonna be Lob City ». Et d'où sort l'expression, ce qui est quand même fou. Blake Griffin, lui, en 2011, il sort de Rookie of the Year après avoir été toute sa première saison blessé à cause du genou. Exceptionnel, il sort de Rookie of the Year de malade. Incroyable. Il y a un certain DeAndre Jordan qui est en train de, tu vois, de petit à petit de prendre ses marques en NBA. Bien sûr. Tu leur mets un gros meneur. Vinny Del Negro qui se frotte les mains en coach. Tu récupères quand même Chris Paul aux Clippers, une franchise qui n'a jamais eu d'une grande superstar quoi. Donald Sterling très content. C'est ça. Avant des histoires qui vont devenir très compliquées en effet. Et une bascule qui est exceptionnelle dans l'histoire de Los Angeles. Les Lakers ne sont plus au fur et à mesure les chefs de la ville. C'est ça qui est fou avec ce transfert, c'est que les Clippers vont devenir pendant quelques années ces espèces de patrons un petit peu de Los Angeles. Certes, ils n'ont pas le palmarès, mais ils occupent de plus en plus les couleurs de la ville. Ce qui est absolument fou. Donc voilà l'énorme bordel qui a eu lieu en NBA à ce moment-là. Chris Paul donc qui va après rester aux Clippers comme on le sait pendant plusieurs saisons avant de rejoindre notamment Houston, les copains les Rockets. Mais alors tout ça Alex, si je dis pas de bêtises, maintenant qu'on a fait un petit peu tous les points, ou sauf s'il y en a dans le dossier qu'on n'a pas couvert, mais je crois qu'on a été pas mal. On va repasser le dossier, t'inquiète. C'est ça, on va repasser le dossier, mais normalement ça a été assez bien couvert. C'est surtout que toutes ces affaires ont eu des répercussions énormes sur des franchises, des joueurs. On venait d'en parler en introduction. Ce qui est fou avec ces grandes questions, c'est que si la NBA ne bloque pas le transfert de Chris Paul, il y a des scénarios qu'on vit aujourd'hui qui n'auraient jamais eu lieu. Il y a finalement, ça influe sur bon nombre de franchises, de joueurs, ça influe sur bon nombre de joueurs et de destinées. Des joueurs qui vont arriver après en NBA. Des joueurs qui vont arriver après, ça influe sur des fins de carrière de certains. Des serpents par exemple, tout ça. Par exemple. Ça influe sur peut-être des titres. Oh oui, des titres. Tu vois, on va peut-être en parler en long et en large. Ça influe aussi beaucoup sur l'image de David Stern. Tout à fait. Il était en fin de mandat, j'allais dire, c'est même pas en fin de mandat, mais le mec, ça faisait 30 David Stern ans. est arrivé en 84 à la tête de la Ligue. On est en 2011, ça fait 27 ans qu'il est là. Il restera encore 3 ans jusqu'en 2014, qui restera 30 ans. Tu vois, genre sa fin, c'est pas très... C'est un peu cracra sur la fin, quoi. Le finish est pas top. Le côté jugé parti, boum, je veto un trade, tout ça. Finalement, je le refais derrière. Tout ça, c'est quand même pas très beau. Tout à fait. Après, c'est pas terrible pour son image. Après, attention à ne pas sous-estimer ce qui se passe pour les Hornets par la suite. On est là beaucoup à se dire, les Hornets auraient pu être gagnants avec cette histoire de transfert avec du... parce que les Hornets auraient pu récupérer... C'est pas impossible qu'ils ne le soient pas. Hein. Les Hornets auraient pu récupérer en soi Dragic, Odom, Scola. Ils auraient pu aller loin en playoff peut-être ou pas, on sait pas. Mais il faut pas oublier plusieurs choses. La première, c'est que en bloquant ce trade notamment et en accordant, par surprise, un premier choix de draft... aux Hornets la saison suivante, en 2012. Tiens, c'est un peu bizarre. Mince alors. Le processus de rachat est évidemment plus facile parce qu'un propriétaire peut redémarrer from scratch, comme on dit. Tout à fait. Puisque là, il a toutes les pièces en main. Et surtout, comme vous pouvez le voir après par la suite, la NBA va vraiment mettre un point d'orgue pour que plusieurs All-Star Games aient lieu à New Orleans. Il y a ils vont travailler. Il y a un vrai travail qui est fait pour que la Louisiane, la franchise ne soit pas délocalisée. Tout à fait. Après, il y a l'histoire du changement de nom et tout. Mais ça sera une autre enquête. Ça, oui, mais ça a un impact direct. Mais bien sûr. On est pas mal. Hein. On est pas mal. Un bon petit contexte, on a une bonne petite histoire. On va pouvoir. Est-ce que ça dit de faire un peu de science-fiction ? Travailler un petit peu, bah ouais, je pense. Ouais. On va faire de la science-fiction. Dans la prochaine partie, on va devoir se poser sur toutes les grandes histoires. On va faire zoom avant, zoom arrière, comme si on était dans le futur, mais à la fois dans le passé. Ouais. T'es prêt ? C'est parti. Tu fais le. Je m'en occupe. C'est la première. C'est la première. C'est l'heure de la mission science-fiction. C'est parti. La boîte à science-fiction. C'est parti pour un peu de sci-fi. Yes, on est à la fois dans le turfu
et dans le passé. Beaucoup de questions qu'on va devoir se poser. On refait le passé. Exactement, en sachant aujourd'hui à quoi ressemble le présent, un petit peu à quoi ressemblera l'avenir. On peut se poser plein de questions. Attention, là c'est mission Doliprane, prenez-en un parce qu'on va poser des questions qui vont vraiment faire mal. On essaye de se projeter au maximum. À quoi ça aurait pu ressembler, quoi? Qu'est-ce qui se serait passé si la NBA n'avait pas bloqué le transfert de Monsieur Cricri? Exactement. Première question, je te la pose, Alex. Vas-y, je t'en prie. Chris Paul est en pleine force de l'âge. Kobe est encore bon. Nous sommes donc en 2011, 2012. Sérieux, tout va bien. Est-ce que les Lakers donc de 2012, 2013, en attendant qu'ils recrutent, seraient plus forts à l'époque que les Spurs et le Thunder? Est-ce que Kobe aurait plus de bagues? Est-ce qu'il n'aurait pas fini qu'à 5 bagues et avec un Chris Paul aurait pu aller en chercher plusieurs, même dépasser Jordan? Genre 7 titres pour Kobe. C'est ça, c'est ce que t'as dit, c'est de savoir sur... Le mec aurait pu avoir 7 titres. Est-ce que les Lakers de Chris Paul et Kobe Bryant... Ah, la phrase! Les Lakers de CP3 et Kobe... Wow. Est-ce que ça passe les gros Spurs de 2013 et même avant ça, le gros Thunder de 2012? Je rappelle qu'en 2012, on a un petit Thunder avec un petit trio qui pourra faire l'objet d'une enquête éventuellement bien peut-être. Sûr. Voilà, un trio de MVP. Allez. Enfin, ils sont pas encore MVP à l'époque, mais enfin ils sont jeunes et ils sont talentueux. Hein. Disons que sur un parquet ils sont gênants, quoi. Ça va. Sur un parquet ils ont les moyens. Les Lakers de l'époque quand même. Est-ce que ça fait ça? En fait, je vais être très franc avec toi. Sincèrement, j'en suis pas sûr. Dans le sens où oui, t'as un talent fou sur le backcourt, mais on est qu'au début des années 2010. On n'en est pas encore tout à fait. On est encore dans un jeu pas rapide, mais encore qui sort des années 2000. Oui. On est encore dans un jeu où les arrières n'ont pas tout à fait... Ils sont forts et tout, bien sûr, tu mises sur tes arrières, mais est-ce qu'un duo d'arrière sans réel intérieur dominant... Je veux pas... Non, bien sûr, c'est pas faire offense aux autres gars qui sont là, bien sûr, mais... T'as Pau-Gasol. Non, justement, Pau-Gasol est envoyé à Houston. Ils auraient pas d'intérieur si le transfert n'est pas bloqué. Pardon. Excuse-moi, tout à fait. Non, mais c'est juste que, par contre... C'est Andrew Bynum. C'est Andrew Bynum qui est là, et d'ailleurs... Qui est fort, hein. Bien sûr qu'il est fort à l'époque. Mais t'as plus Pau-Gasol. Oui, mais t'aurais peut-être pu, cet été-là, vu que t'as Chris Paul et Kobe, aller chercher Dwight Howard. C'est notamment la grosse rumeur qui a lieu à ce moment-là. T'as plus Pau-Gasol, t'as plus Lamar Odom, ouais. T'as encore Andrew Bynum. Est-ce que tu vas chercher Dwight Howard tout de suite? Du coup, le plan Steve Nash de l'été d'après, ça on oublie direct. Ça, on va en parler. Hein. On oublie direct. On oublie bien direct, sûr, c'est clair. Hein. L'autre, il n'y a pas besoin de trahir Phoenix, non. Tu vois. On sent encore la douleur dans la gorge. Non, ça va, il était vieux. Donc, toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'une triplette... Je pense que Mitch Kupchak aurait bien entouré Kobe plus gros pivot. Ouais. Est-ce que ça peut déboîter le Thunder? Ouais. Est-ce que ça peut déboîter les Spurs en 2013? Et d'ailleurs, le hit de LeBron. Et après, les Heatles? Compliqué. Mais je pense que Mitch Kupchak aurait pu bien entourer Kobe et Chris Paul et que du coup, ils auraient pu aller loin. La seule problématique où là, je te rejoins, c'est... Faut pas oublier que Phil Jackson n'est pas là et que la transition au niveau coaching est vraiment violente. Mike Brown... Bernie Bickerstaff, avant même, il y a Bickerstaff qui passe, puis après Mike D'Antoni pour essayer de faire un espèce de showtime dégueulasse. Donc, Kobe serait resté à 5 bagues. Moi, j'ai envie de faire le rageux et de dire que ça n'aurait rien changé en termes de bagues pour Kobe. Je suis d'accord, moi je suis un mec des Spurs aussi. Je pense pas que ça passe les Spurs, je pense même pas que ça passe le Thunder en 2012. On est d'accord. Et clairement, je les vois pas battre le hit en finale. Le hit vexé de s'être fait fumer par Dirk. On est d'accord. Tu vois. D'autres petites questions? Ouais. Est-ce que CP3 serait devenu un tout autre joueur au contact de Kobe? Le Chris Paul qu'on n'a pas arrêté de critiquer toute sa carrière, monsieur demi-finale. Déjà, il aurait peut-être vu une finale de conf plus vite que prévu quand même. C'est ça. Ça, on peut y croire. Ah, bien sûr, et puis être au contact d'un joueur pareil comme Kobe, forcément, ça te fait augmenter ton killer instinct, etc. Peut-être que Chris Paul aurait un tout autre palmarès. Peut-être qu'il ferait beaucoup moins de passes décisives. Peut-être que ce serait un des meilleurs meneurs de l'histoire des Lakers. Oui, peut-être. C'est pas évident ça. C'est pas évident, mais un des meilleurs. Il y a du people. Un des meilleurs. People. Ça aurait pu être absolument fou. Mais non, mais il est clair que Chris Paul aurait pu, au contact de Kobe, devenir un tout autre joueur. Qu'est-ce que Kobe aurait pu apporter à Chris Paul? Parce que Chris Paul, c'est quand même un bosseur. Après, Kobe, c'est the bosseur. Mais l'éthique de travail, la Mamba mentality, oui, Chris Paul. Je pense que c'est le côté, comme on l'a vu par la suite avec Chris Paul quand il était aux Clippers, dans les moments vraiment chauds, là tu donnes la balle notamment à Kobe et il te finit le business. Donc là ça aurait pu être quand même assez pratique pour lui. D'ailleurs on va le voir par la suite, Kobe va un peu tirer sur la machine et ça lui mènera jusqu'à sa perte. Prochaine question Alex, je te la pose. Vas-y. Que deviennent les Clippers s'il n'y a pas Lob City?
Parce que s'il n'y a pas Chris Paul, il n'y a pas Lob City. S'il n'y a pas Lob City, que devient DeAndre Jordan? Bah pas un All-Star déjà. Est-ce qu'il fait Team USA? L'autre, c'est Chris Paul qui le nourrit comme jamais. Je sais pas s'il fait Team USA, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, il devient pas All-Star. Ouais. Par contre, Blake Griffin devient encore meilleur peut-être. Peut-être. Il a été sur une belle pente quand même, hein, après la saison rookie qu'il fait. Premièrement. Deuxièmement, il aurait été un peu plus responsabilisé en mode franchise. Après, on peut pas nier non plus que sur pick and roll avec Chris Paul, ça va. Il a reçu des bons caviars aussi, l'ami Blake. Ça va. Mais c'est moins important dans son jeu à lui que dans le jeu de DeAndre Jordan. Ouais. Pour moi, le mec qui a le plus hein. bénéficié de l'arrivée de Chris Paul aux Clippers... C'est DeAndre Jordan, évidemment. Ouais. Son palmarès, c'est limite fait au début. Si le trade n'avait pas été bloqué, clairement, j'aime bien Eric Bledsoe, hein, qui était aux Clippers. Ils avaient Baron Davis, mais ils l'ont tradé à Cleveland et tout. Je sais pas ce qu'ils auraient pris d'autre comme meneur, mais ils auraient certainement pas eu l'équivalent d'un Chris Paul, clairement pas, puisqu'en fait, il n'y en a pas vraiment. L'équivalent de Chris Paul, je veux dire, dans ces années-là, il n'y en avait pas, il n'y en a toujours pas. Enfin, un équivalent de Chris Paul en termes de gestion, de maîtrise et de... C'est Deron Williams à l'époque. Je mets en valeur... Ouais, Deron Williams. C'est Deron Williams à l'époque. Je mets en valeur mes intérieurs. Ouais. Donc, DeAndre Jordan, clairement, grand vainqueur. Grande question, ça, sur sa carrière. Grande question sur sa carrière, et clairement, pour moi... Il est vainqueur, enfin il fait partie des gagnants de ce veto. Ça aurait pu être un Javal Magui. Ça aurait pu être un Javal, ça aurait pu être un. Je sais pas moi, j'allais dire Biombo, c'est salaud. Mais non, mais il y a un peu de ça, Tu vois, genre DeAndre Jordan, si tu lui mets pas des ballons en l'air, comment il met des points? Rebond offensif? Non, c'est clair. Concrètement. Oui, et si tu mets pas de points, t'es pas All-Star. T'es pas All-Star. Et donc il aurait pas eu tout la même carrière. Grosse question. Et alors là, attention, mode Doliprane activé, parce que là, je vais te faire un petit tissage, Alex. Si le transfert a lieu, notamment avec les Rockets, ça veut donc dire qu'ils n'ont plus Kevin Martin. Ça veut donc dire qu'ils n'ont plus toutes les pièces, etc. Ah non, si, ouais. C'est Kevin Martin, Luis Scola, etc. Kevin Martin, c'est pas un des gars qui a envoyé dans le transfert de James Harden un an plus tard. Est-ce que James Harden aurait joué avec les Rockets? Pas sûr. Moi, parce que il fait partie de ce trade. Limite non, parce que ça aurait été un trade beaucoup plus compliqué à mettre en place en termes de salaire. C'est ça aurait été trop compliqué. Le Thunder aurait peut-être paniqué ou pas. Ils auraient peut-être conservé James Harden, ou ils auraient donné Harden à une autre franchise. On s'en souvient que les Wizards à l'époque voulaient peut-être l'envoyer contre Bradley Beal. Est-ce que Bradley Beal aurait joué au Thunder? Genre là, c'est pouf, parce que Kevin Martin est au centre de ce transfert. Et donc si Kevin Martin est transféré là des Rockets, peut-être que Houston avec Pau Gasol fait des bons résultats. Et donc du coup, ils n'ont pas besoin de récupérer notre ami James Harden. Peut-être que Kyle Lowry n'est pas envoyé à Toronto. Peut-être que Toronto ne fait pas ses saisons derrière. Les répercussions sont énormes. Là, il y a de la répercussion sur beaucoup de joueurs. Sur Toronto, sur OKC, sur leur histoire, c'est fou. Si tu laisses James Harden au Thunder, comment se développe un Russell Westbrook? Comment se développe James Harden? Est-ce qu'il continue à être 6e homme? Et alors pareil, si vous aimez les tissages comme ça, je t'en refais une autre. Vas-y. Est-ce que du coup, s'ils ont Chris Paul et Kobe, est-ce que du coup ils vont aller prendre Dwight Howard la saison suivante? Peut-être. Sans avoir à faire un transfert. Dans le transfert, il y a André Iguodala, notamment. Si André Iguodala ne va pas à Denver, est-ce qu'il rejoint les Warriors après? Peut-être. S'il rejoint pas les Warriors, est-ce qu'il y a le déclic qu'on connaît? C'est énorme. Enfin, je veux dire, le déclic de André Iguodala qui va à Golden State, on le sait, ça a été énorme dans leur histoire. Ça a joué quand même. MVP des finales. MVP des finales de 2015. Allez, d'autres petites questions. On se fait plaisir là. Là, c'est la session Doliprane. J'en ai une un peu plus triste. Ouais. Est-ce que Lamar Odom tombe dans la drogue? Le pauvre. Il faut comprendre, cette question est très sérieuse parce que Lamar Odom le dit mot pour mot, le transfert à Dallas est la fin de sa carrière. Il le considère comme tel. Il l'a trop mal pris, il l'a trop mal vécu. Il est avec Khloé Kardashian, il est posé à Los Angeles. Déjà ça, mais il est posé à Los Angeles, ils sont séparés à distance, à Dallas, il tombe vraiment mal, il ne rejoue quasiment pas, solitude, la totale. Il pète un câble, et le déclin de Lamar Odom est entièrement lié. Et puis limite instantané quasiment. Exactement, et c'est tellement lié au transfert, c'est terrible. Alors que ceux que ça intéresse, regardez les playoffs 2010. Lamar Odom, valuable as fuck quoi. Ah, c'est clair. Waouh. Je t'en fais une petite. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que Doc Rivers reste à Boston? Et donc, est-ce que Brad Stevens va à Boston après? Je sais pas si Doc Rivers... C'est que Brad Stevens, il pourrait être coach en NCAA à l'époque. Enfin, là, alors... Je sais pas si Doc Rivers reste à Boston, mais ce que je sais, c'est qu'il prend pas les Clippers. Voilà. Alors ça... Parce qu'il se taille
Évidemment vers la fin avec Paul Pierce, on s'en souvient tout ça, Kevin Garnett, un peu comme un voleur dans un trade avec les Clippers, tout à fait. Il se barre un peu genre oh ça sent le roussi. Ouais. Oh là j'aime pas trop une reconstruction. Oh là là c'est pas pour moi ça. Les Clippers. Chris Paul. Des lobes. Blake Griffin. Bah tiens je veux bien coacher ça. Tiens Vinny Negro dégage. Ouais voilà c'est ça. Coacher c'est ça entre guillemets. Ouais. Tiens Vinny Negro dégage genre demi-finale de conférence, bouffon, je vais faire beaucoup mieux moi. Et les Celtics vont miser. Il a fait beaucoup mieux Ouais. Doc Rivers il les a emmenés hyper loin. Quand tu regardes statistiquement parlant, l'apport de Doc Rivers est très évident côté Clippers. Ça c'est un énorme what if et il y a forcément cette histoire par rapport à Brad Stevens parce que peut-être que Brad Stevens serait laissé par Danny Ainge en NCAA, il serait coach à Butler. Pop. Brad Stevens quoi. Alors que Brad Stevens en NBA. Merci pour le veto. Le troisième meilleur coach de la saison 2017-2018. Arrête. On l'aurait pas en NBA. Dwayne Casey dédicace. Et alors évidemment la question ultime et moi un petit peu c'est la dernière là que j'avais, c'est est-ce que Anthony Davis joue une seule fois sous le maillot des Hornets, parce que s'il y a ce transfert, il n'y a pas forcément le premier choix de draft derrière qui va à New Orleans. Parce que est-ce qu'un Pélican c'est son mono-sourcil quoi? Tout à fait, parce que finalement en tradant avec les Clippers, les Hornets vont se récupérer un Eric Gordon qui va être blessé misérablement pendant toute la saison. Chris Kaman est l'ombre de lui-même. 60 matchs ou 58 matchs sur cette saison. Il va être l'ombre de lui-même. Aminou, on le connaît. Je veux dire, si t'as pas des créateurs autour de lui, c'est un bon défenseur qui peut mettre des 3, mais il faut du monde autour. Trop compliqué. Chris Kaman, c'est un mec qui produit, qui fait de la stat, mais c'est pas un mec qui fait gagner des matchs. Non, c'est ça. Kaman, ça se saurait. Mais les Hornets sont juste mauvais. Et du coup, les Hornets se retrouvent. S'ils avaient Dragic et Scola et Odom et tout. Et ils auraient peut-être une équipe qui aurait gagné plus de matchs et n'aurait peut-être pas eu le 3e pire bilan de la ligue. Ils ont le 3e pire bilan de la ligue sur la NBA n'aurait pas fait 2011-2012. Numéro 1 de la draft 2012. Comme par hasard, ou comme de par hasard, comme dirait un humoriste que j'aime bien. Yes. Comme de par hasard. Dis donc. Ils ont le 3e meilleur bilan, le 3e pire bilan, pardon, puis pouf, dis donc, le first pick. Le first pick. Et on te donne le premier choix de draft. Et donc Anthony Davis tombe à New Orleans. Anthony Davis, honnêtement, c'est peut-être le meilleur numéro 1 de draft des années 2010. Tu vois ? Juste ça, tu vois, on verra ce qu'il va y avoir d'autre derrière lui, mais franchement, non mais imaginez-vous, il cause. Deuxième, les Charlotte Bobcats prennent Michael Kidd-Gilchrist. Non mais vous vous rendez compte de la puissance du... Tu te rends compte de la puissance du truc? C'est-à-dire que Charlotte aurait pu être numéro 1 de draft. Bien sûr. Avec ils auraient pu prendre Davis. Michael Gilchrist. Et aussi, il aurait pu le prendre parce que Jordan. Mais non, ils se rendent compte, il aurait pu avoir Anthony Davis à Charlotte, quoi. Il y a trop de... Ce dossier, c'est un des plus gros. Évidemment, il y en a plein d'autres qu'on va devoir faire. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à balancer vos avis là-dessus. T'as d'autres petites questions dans la boîte à SF ou on termine avec une grosse note? On commence à être pas mal. On va pouvoir mesurer l'échelle de ce what if. C'est ça. On va s'occuper maintenant de l'échelle du what if peinard, du coup. C'est simple. En fait, on aimerait donner un petit peu une note sur 5, à peu près de 1 à 5, essayer de voir à quel point ça a tout changé. On a le droit au demi-point ou comment ça marche? Tu as le droit si tu veux à faire des demi-points. Non mais tu vois. Tout à fait, vas-y, fais-toi plaisir. N'hésitez pas à balancer votre note là-dessus. Est-ce que c'est une incroyable histoire et donc du coup c'est 5 étoiles sur 5 possibles? Est-ce que ça n'a pas trop eu de répercussions pour vous donc c'est une seule? Ta note? 2,5. Je reste tranquille. Bon, franchement, j'ai failli mettre que 2. Mais tu es fou. Pour moi, il n'y a pas vraiment de titre en jeu dans cette histoire. On peut peut-être croire que Chris Paul et Kobe, ça sera aller chercher des titres, mais j'en doute. Je dis pas que c'est pas possible, mais j'ai un doute. Après, oui, ça change la destinée de certains joueurs. Oui, on vient de passer un peu de temps à le raconter et tout ça, tu vois, mais ça change des destinées. Mais est-ce que ça a un impact si incroyable que ça? Je pense qu'on va avoir d'autres enquêtes dont les résultats vont être bien plus violents. Tu es bien d'accord? Je te mets quand même 3,5. Ok, voilà. Quasiment 4. J'étais à 4. J'étais quasiment à 4, mais attention, parce que là, on va toucher des gros trucs. Oui, c'est ça. Je garde la marge par la suite, je vais pas trop me chauffer. Mais attention, on n'a même pas mentionné Kobe qui se fait le tendon d'Achille derrière en forçant avec Steve Nash et avec Dwight, etc. Bon, peut-être, ouais. Il y a des sacrées répercussions dans tous les sens. Tu peux tout imaginer. Je mets 3,5. Tu peux imaginer que peut-être ils auraient pas pris Dwight Howard et que finalement ils auraient pris quelqu'un d'autre parce que moins de place salariale, parce que Chris Paul coûte quand même cher, et que du coup ça aurait peut-être été pas plus mal, parce que quand on voit le Dwight partout où il est allé, voilà. Mais non, moi c'est un 2,5 sur l'échelle du what if, comme on dit dans le jargon. Et bien du coup voilà pour cette première enquête Made in Trash Talk. Du coup on va se retrouver tous les lundis cet été pour répondre à des grandes questions. N'hésitez pas surtout à les balancer dans les commentaires des questions que vous connaissez un petit peu, auxquelles on pourrait répondre. On en a plein quand même, on a une grosse liste. Du coup on se retrouve lundi prochain avec une nouvelle enquête. À lundi prochain, ciao.